Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de mathématiques électorales et plus précisément de la façon dont on peut élire une assemblée. Alors vous allez peut-être me dire, élire une assemblée c'est pas très compliqué, hein. On regroupe les électeurs en circonscriptions et puis dans chaque circonscription on procède à une élection pour élire une personne. On regroupe toutes ces personnes et voilà, ça fait une assemblée. Sauf que cette façon de faire, ça possède quelques problèmes. Alors, il y a principalement deux types de problèmes que je vais discuter, mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, il y a une sorte de problème zéro, c'est le type de scrutin, la méthode électorale qui est utilisée pour élire cette personne, ce député, dans chaque circonscription. La méthode qui est probablement la plus utilisée, en tout cas aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est la méthode à un tour. C'est extrêmement simple, chaque électeur vote pour son candidat ou sa candidate favori, on fait le décompte, et le candidat qui a le plus de voix est déclaré vainqueur. C'est super simple, mais c'est pas forcément une super bonne méthode. En France, pour élire le président, on utilise le scrutin à deux tours. Donc, au premier tour, chacun vote pour son candidat favori, et là ensuite il y a deux cas. Soit un candidat a plus de 50% des voix dès le premier tour, dans ce cas-là il est élu, mais bon ça n'arrive jamais. Soit on prend les deux candidats qui ont le plus de voix et on les envoie pour un second tour. Là de nouveau, chacun vote pour un candidat et le candidat qui a le plus de voix est déclaré gagnant. Pour les élections législatives, on utilise aussi une méthode à deux tours qui est légèrement différente. Au premier tour, c'est pareil, si quelqu'un a plus de 50% des voix, il est déclaré gagnant. Sinon, tous les candidats qui ont plus d'un huitième des voix sont qualifiés pour un second tour, et là, c'est comme une méthode à un tour, le candidat qui a le plus de voix est déclaré gagnant. Alors, un défaut général des méthodes à plusieurs tours, c'est ce qu'on appelle la non-monotonicité. Un candidat qui serait gagnant peut, en gagnant encore plus de voix, se retrouver perdant, et un candidat qui n'était pas gagnant, donc peut-être qui était deuxième, peut, en perdant quelques voix, se retrouver gagnant. Ça paraît complètement illogique, et pourtant, c'est possible. Pour un exemple, je vous laisse aller voir cette vidéo de Science étonnante dans le cas du scrutin présidentiel, et je vous invite à aller voir le complément que je mets sous la vidéo pour un exemple dans le cas du scrutin législatif. Alors, le problème principal de tous ces scrutins, que ce soit à un tour ou à deux tours, c'est le phénomène de dispersion des voix qui est bien connu. Donc là, je vous mets un exemple. Vous avez 6 candidats, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Et si on fait une élection à un tour comme ça, on voit que c'est violet qui gagne. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il arrive un nouveau candidat, magenta, qui ressemble pas mal à violet, de telle sorte que les électeurs se dispersent entre violet et magenta? Et là, si on fait de nouveau un scrutin à un tour, c'est, dans mon exemple, c'est les verts qui gagnent. Bon, en fait, pour éviter ça, ce qui s'est mis en place, c'est ce qu'on appelle en France le vote utile, ou plus généralement, en fait, le vote stratégique. Et ça crée quand même pas mal de négativité, en fait. Aussi bien vis-à-vis des politiciens, si un politicien s'est pas désisté et du coup fait perdre son camp, on peut lui reprocher, la défaite. Maintenant, si un politicien se désiste, en espérant faire gagner un ou une rivale et éviter la victoire d'un autre rival qu'il n'a pas du tout envie de voir, on peut lui reprocher de pas s'être battu jusqu'au bout, et puis aussi de retirer du choix aux électeurs. Et c'est la même chose au niveau national quand des partis se disent tiens, là je mets un candidat dans cette circonscription, tu en mets pas contre le mien, et puis là dans telle circonscription, je te laisse ton candidat et je mets rien contre toi. Voilà, ça prive les électeurs d'un certain choix. Et puis on peut aussi blâmer les électeurs, hein, ceux qui ont voté pour des petits candidats, on peut leur reprocher la défaite s'il y a eu une dispersion des voix et que du coup ce camp n'a pas gagné. Mais du coup aussi, on peut reprocher aux électeurs qui votent à toutes les primaires et qui votent le jour de l'élection pas uniquement en fonction de leurs préférences, mais aussi de ce qu'ils pensent que les autres vont voter, de complètement dévoyer le principe de l'élection. Bref, on peut vraiment blâmer tout le monde. Alors, l'approche typique en théorie des jeux, ou plus généralement en mathématiques de la décision, c'est d'essayer de faire un pas en arrière et de regarder en fait le système. Ce qu'on veut, c'est agréger les préférences individuelles, celles des électeurs, en une décision globale, le résultat de l'élection, et ce, d'une façon qui semble assez juste et logique. Alors maintenant, ce que veulent les électeurs, eux, c'est être le plus satisfait possible, ou le moins dissatisfait possible vis-à-vis du résultat. Et avec les méthodes comme la méthode à un tour ou la méthode à deux tours, les électeurs ne sont pas encouragés à voter honnêtement, et le fond du problème, c'est cette dispersion des voix. Sauf que ce phénomène, c'est pas du tout une fatalité, c'est juste une propriété indésirable que certains scrutins possèdent, comme la méthode à un tour ou la méthode à deux tours, mais il y a des méthodes qui la possèdent beaucoup moins, voire pas du tout. Alors, une de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle le vote alternatif, ou la méthode des tours multiples instantanés. Chaque électeur classe les candidats, et puis ensuite, dans le décompte, en fait, on va faire un nombre de tours qui est égal au nombre de candidats moins 1,
et à chaque tour, on élimine un seul candidat. De ce fait, il y a des reports de voix à chaque tour, et il y a un peu moins de dispersion des voix. Alors, maintenant, c'est une méthode à plusieurs tours, donc ça souffre toujours de la non-monotonicité. Je vous laisse aller voir cette vidéo de Science étonnante pour un exemple. Un type de méthode qui est mieux, c'est la famille des méthodes de Condorcet. Ici, on utilise les préférences des électeurs, donc sous forme de classement, pour faire un graphe des duels. Donc sur ce graphe, chaque candidat est un sommet, et entre deux candidats, on met une arête orientée, une flèche. Donc par exemple, s'il y a une flèche de Alice vers Bob, ça veut dire que Alice est collectivement préférée à Bob. Ça veut dire qu'elle est devant Bob dans les préférences de plus de la moitié des électeurs. Et donc ça veut dire que lors d'un duel électoral entre Alice et Bob, c'est Alice qui gagnerait. Bon, et ben en fait, l'idée des méthodes de Condorcet, c'est de se dire, à partir de ce graphe, s'il y a un candidat qui bat tout le monde, ça devrait clairement et naturellement être ce candidat qui est déclaré vainqueur. Et puis, ben, quand il n'y a pas un tel vainqueur, qu'on appelle un vainqueur de Condorcet, eh bien, il faut une autre méthode pour décider quand même d'un gagnant, et là, il y a plusieurs types de méthodes de Condorcet. Celle qui est très certainement la meilleure, c'est le scrutin de Condorcet randomisé que Science for All vous a présenté dans cette vidéo. Et puis enfin, il y a les méthodes à notation. Donc ici, au lieu de classer les candidats, chaque électeur donne une note qui exprime ses préférences vis-à-vis de chaque candidat. Et parmi ces méthodes, il y en a deux qui sont assez bien. Il y en a une, c'est le vote par approbation. En fait, pour chaque candidat, on n'a que deux notes possibles, 0 ou 1. 0, ça veut dire je serai pas satisfait si ce candidat est déclaré gagnant. Et 1, ça voudrait dire je serai satisfait, j'approuve si ce candidat est déclaré gagnant. Et ensuite, pour chaque candidat, on calcule sa note moyenne, c'est-à-dire son pourcentage d'approbation. Et celui qui a le meilleur pourcentage d'approbation gagne. Un deuxième type de scrutin à notation qui est bien, c'est le jugement majoritaire. Ici, il y a un peu plus de notes, généralement il y en a 5 ou 7, et ce qu'on calcule pour chaque candidat, c'est non pas la note moyenne, mais la note médiane, c'est-à-dire la note telle qu'il y a autant d'électeurs qui mettent 7 notes ou plus que d'électeurs qui mettent 7 notes ou moins. L'idée ici, c'est qu'en utilisant la médiane au lieu de la moyenne, eh bien en fait, la méthode est un peu plus robuste au vote stratégique, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo de Science étonnante pour une présentation plus détaillée de cette méthode. Donc voilà, pour élire une personne, il existe des types de scrutins qui sont mieux que ceux qu'on utilise. Maintenant, pour élire une assemblée, eh bien il va falloir élire plusieurs personnes. Comment on fait ça ? Eh bien, la solution typique, comme j'ai dit au début, c'est de regrouper les électeurs par paquet, qu'on appelle les circonscriptions. Dans chaque circonscription, les électeurs font une élection, élisent une personne, on regroupe ces personnes. Eh bien, déjà, rien que ça, le fait de fragmenter l'électorat en des circonscriptions, ça crée mécaniquement un problème. Regardons l'exemple suivant. Ici, ce qu'on veut faire, c'est une assemblée de 100 élus. Donc on divise la population en 100 circonscriptions de même taille. Bon, disons 100 000 habitants, mais en fait c'est pas vraiment important pour l'instant. Ici, je vous montre un résultat possible. On voit que Violet a beaucoup plus de sièges que de votes. Les jaunes, au contraire, se sont fait avoir, ils sont beaucoup moins représentés à l'Assemblée que le pourcentage de voix qu'ils ont eu à l'échelle de la population. Alors ce qui cause ce problème, en fait, ce sont les arrondis répétés. À chaque circonscription est associé un siège qu'on ne peut pas diviser. Donc si les jeunes ont 60% des votes dans une circonscription, ils peuvent pas avoir 60% du siège, ils ont un siège complet. Donc en fait, tout pourcentage de vote qui est compris entre 0 et 50% est arrondi à 0%, et tout pourcentage de vote dans une circonscription qui est compris entre 50% et 100% est arrondi à 100%. Et bien en fait, donc cet effet d'arrondi, cet effet de seuil, plus il y a de circonscriptions, plus il y a des arrondis, qui peuvent être favorables ou défavorables, et qui vont s'accumuler. Donc ça peut donner lieu à des assemblées qui ne représentent pas bien, voire pas du tout, l'électorat, comme sur cet exemple où Violet cumule beaucoup d'arrondis favorables. Alors, vous pourrez me dire, bon bah ça c'est un exemple théorique et simple pour illustrer, pour qu'on voit bien ce qui se passe, mais en pratique, est-ce que ça arrive ? Eh bien, c'est arrivé au Royaume-Uni en 2015, je vous montre les chiffres ici. On voit que les premiers et deuxièmes partis, donc les Conservatives et le Labour, ont eu un certain pourcentage des votes et un pourcentage des sièges qui était bien plus important, tandis que les partis ensuite ont eu un certain pourcentage des votes et un pourcentage des sièges à l'Assemblée qui était beaucoup plus faible. Alors, juste une petite parenthèse ici sur le sens du mot représentation. On peut distinguer, à mon avis, au moins 3 sens de ce mot. Le premier sens, c'est représentant au sens d'une personne qui a les pouvoirs de prendre des décisions au nom d'autres personnes qui sont les représentées. C'est ce sens qu'on utilise dans l'expression représentant légal, par exemple. Les mineurs en France ont besoin d'une autorisation du représentant légal pour faire certaines choses. C'est ce sens qui est utilisé aussi dans l'expression régime représentatif ou régime à gouvernement représentatif, et c'est en ce sens-là qu'on dit que les députés sont des représentants et que l'Assemblée nationale représente le peuple.
Un deuxième sens, on pourrait dire que l'Assemblée représente le peuple si elle lui ressemble démographiquement. C'est-à-dire statistiquement, d'un point de vue du sexe, de l'âge, de la richesse, des catégories socio-professionnelles, etc. Donc ça, aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas le cas, mais en même temps, c'est pas l'objectif. Et si c'est ça qu'on voulait faire, la meilleure méthode, ça serait probablement de sélectionner les gens au hasard, d'échantillonner uniformément parmi la population. Enfin, un troisième sens, on peut dire que l'Assemblée représente le peuple si elle traduit bien les préférences qui ont été exprimées le jour de l'élection. Donc ça, c'est le point de vue de la théorie du choix social. On a en entrée des électeurs qui ont chacun leurs préférences, et puis on a en sortie de l'élection une assemblée, et ce qu'on veut, c'est que cette assemblée représente le plus fidèlement possible les préférences individuelles. Donc ça, c'est le seul sens qui est considéré dans cette vidéo, et voilà, c'est en ce sens-là que je parle d'assemblée représentante ou pas bien représentante. Alors à mon avis, il est important de distinguer ces sens, j'en ai distingué au moins 3, il y en a probablement plus, mais ce mot représentation, représentant est un peu équivoque, un peu ambigu, et il n'y a rien de mieux pour pas s'entendre avec des gens que de pas utiliser le même sens pour les mots. Donc voilà, fin de la parenthèse. Alors maintenant, retournons à nos moutons, c'est-à-dire l'élection d'une assemblée. On peut se dire que dans l'exemple précédent que je vous ai montré, bon, d'accord, les violets se retrouvent avec beaucoup plus de voix à l'assemblée, mais au moins, ça va, l'ordre est préservé. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de voix, ils se retrouvent avec plus de sièges à l'assemblée, les jeunes avaient moins de voix, moins de sièges à l'assemblée, ça reste honnête. Sauf que même ça, cette préservation de l'ordre, eh ben en fait, c'est pas garanti. Donc regardez l'exemple que je vous montre maintenant. Ici, eh bien en fait, les violets ne remportent plus que 55 des 100 sièges, donc ils ont 55% de représentation à l'Assemblée. Par contre, si on fait le calcul en termes de nombre de voix, ils ont à peu près 48-49% des voix, donc en fait ils sont en minorité populaire. Et les jeunes qui avaient eu plus de votes se retrouvent avec moins de sièges à l'Assemblée. Donc ici, on est dans un exemple où l'ordre n'est pas préservé. Donc là encore, c'est un exemple fictif que j'ai créé juste pour qu'on voit simplement ce qui se passe. Et on peut se dire, ouais, mais est-ce que ça arrive vraiment, ce genre de choses? Eh bien, toujours au Royaume-Uni, lors de l'élection législative de 1974, je vous montre les résultats. Ici, c'est le parti Labour qui est arrivé deuxième en pourcentage de voix exprimées nationalement, et ils se sont retrouvés premiers en nombre de sièges. Donc le premier, donc là c'était le Conservative Party, eux se sont retrouvés deuxième en nombre de sièges. Donc voilà, on peut aussi remarquer que si je vous remets l'exemple de 2015, en fait, entre le troisième et le quatrième, il y a eu des inversions, c'est-à-dire que le troisième en nombre de voix, c'était le parti UKIP, qui s'est retrouvé avec très peu de sièges, et le quatrième en nombre de voix, c'était les Liberal Democrats, qui se sont retrouvés troisième en nombre de sièges. Du coup, bon, quand c'est entre le troisième et le quatrième, à la limite, on peut se dire, ok, l'ordre n'est pas préservé, mais de toute façon, c'est négligeable. Quand c'est entre le premier et le deuxième, ça veut dire que finalement, l'Assemblée va aller dans un sens qui est complètement l'opposé de ce que les électeurs voulaient faire. Alors maintenant, on peut essayer de pousser ce phénomène à l'extrême et se poser la question, quel est le pourcentage minimum de voix qu'il faut réunir pour contrôler l'Assemblée? Eh bien ici, puisque j'ai pris des assemblées à 100 sièges, ce qu'il faut pour contrôler l'Assemblée, c'est avoir 51 sièges, donc il va falloir gagner 51 circonscriptions. Et dans chacune de ces circonscriptions, je vais dire que les violets vont gagner, mettons, 51% des voix. En fait, il suffit d'avoir 50% plus n'importe quel chouïa. Et donc ici, on voit qu'avec à peine 26% des voix, en fait, fondamentalement, avec un quart des votes, il est possible de contrôler l'Assemblée. Donc en gros, on peut avoir 25% des votes et 50% des sièges. Donc ça fait un écart quand même de 25 points de pourcentage. Et en fait, avec la méthode à un tour, c'est encore pire s'il y a plus de partis. Mettons qu'il y ait 3 partis, et mettons que dans les 51 circonscriptions où les violets vont gagner, disons les jaunes et les verts font 33%, et que les violets font 34%. C'est essentiellement un tiers plus un chouïa. Eh bien, ils ont un tiers des voix dans la moitié des circonscriptions, donc en fait avec un sixième des voix, de l'ordre de 16 à 17%, ils peuvent se retrouver gagnants. Bon, donc là, avec plusieurs partis, ça dépend un peu de comment les résultats sont dans chaque circonscription, mais toujours avec 25% des voix, enfin 26, théoriquement, il est possible de contrôler l'Assemblée. Alors évidemment, en pratique, des distorsions de représentation qui vont être extrêmes à ce point, c'est vachement rare, mais calculer ça, ça permet d'essayer de quantifier à quel point une façon d'élire l'Assemblée peut donner lieu à de la mal-représentation. Une chose qu'on pourrait faire pour essayer de minimiser ce problème, c'est de mettre plus d'élus par circonscription, et du coup, si on veut garder le même nombre de sièges, de mettre moins de circonscriptions. Ici, l'idée, c'est de minimiser les erreurs d'arrondi dans chaque circonscription, et puis aussi, comme il va y avoir moins de circonscriptions,
eh bien il va y avoir moins d'accumulation de ces erreurs dans un sens ou dans l'autre. Alors maintenant, si on veut faire ça, attention, il faut bien le faire, et ce qu'il faut pas faire, c'est le système winner takes all, où en fait, dès qu'une circonscription a plus de 50% des voix pour une couleur, eh bien tous les sièges de cette circonscription sont gagnés par cette couleur. Parce que si on fait ça, fondamentalement, on n'a absolument rien changé. Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer de calculer quel est le pourcentage minimal des voix pour gagner l'Assemblée. Donc là, imaginons que j'ai 20 circonscriptions avec 5 élus par circonscription. Donc si je veux gagner 11 circonscriptions, ce qui va faire 55% des sièges, il suffit d'avoir 51% des voix dans ces 11 circonscriptions sur 20, et on aura la majorité à l'Assemblée, et là on trouve 28%. En fait, fondamentalement, c'est toujours le 1/4 de tout à l'heure. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on n'élit pas directement le président des États-Unis, en fait, on élit une assemblée qui s'appelle le collège électoral, qui va se réunir une fois et prendre collectivement une seule décision, choisir le président. Et bien en fait, cette élection du collège électoral utilise le système winner takes all. Dans chaque État, qui sont un peu les circonscriptions ici, il y a plusieurs élus, et dans chaque État, en fait, tous les élus vont être de la même couleur. Alors, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est que chaque État ayant des populations très différentes, ils mettent dans chaque État un nombre d'élus qui est plus ou moins proportionnel à la population, mais en fait, pas complètement. Disons que les petits États sont surreprésentés, et les États avec une très grosse population ont un peu moins de sièges. Donc ça fait une couche supplémentaire de complexité qui accentue le problème. Alors si vous regardez cette vidéo de C.J.P. Green, en fait, il y montre qu'avec 22% des voix, on peut contrôler le collège électoral et donc du coup obtenir la présidence. Et là, 22%, c'est encore un peu moins que ce 25% que je vous avais trouvé tout à l'heure. Et là encore, on peut se dire, bon, tout ça c'est bien théorique, et ce 22% il est un peu extrême, mais en pratique, qu'est-ce que ça arrive? Eh bien, historiquement, il y a eu 4 exemples de présidents qui ont été élus en étant battus en termes de pourcentage de voix, mais en ayant un pourcentage de sièges au collège électoral qui était plus important que leur rival. Donc voilà, tout ceci étant dit, même si on implémente bien le système de faire moins de circonscriptions avec plus d'élus, et ben en fait, on n'abolit pas les distorsions et les problèmes de représentation, et d'ailleurs, il est toujours possible de gagner l'Assemblée avec une minorité populaire. Donc dans l'exemple que je vous mets, les violets font un bon score dans 12 des circonscriptions et un beaucoup moins bon score dans les 8 autres. Au final, ils ont une minorité de voix, mais ils sont néanmoins majoritaires à l'Assemblée. Alors, ce qu'on peut faire là encore, c'est essayer de calculer le cas extrême. Quel est le pourcentage minimal de voix qu'il faut gagner pour contrôler l'Assemblée? Alors ici, eh bien, je fais toujours une assemblée à 100 sièges, donc il va falloir gagner 51 sièges. Et pour ça, vu qu'il n'y a que 20 circonscriptions, eh bien, on ne peut profiter que 20 fois d'un arrondi positif. Donc il y a 20 sièges qu'on peut essayer de gagner en mettant que 11% des voix, et puis pour les autres sièges, les 31 restants, eh bien, il va falloir les gagner en mettant dans chaque circonscription 20% de voix. Donc du coup, là je vous mets un exemple de répartition, mais en fait il y a des répartitions différentes, et au final, on voit qu'il faut plutôt de l'ordre de 42% maintenant pour gagner l'Assemblée. Donc ça reste bien sûr moins que 50%, mais vous voyez que comparé aux 25% de tout à l'heure, on a quand même beaucoup augmenté le seuil. Donc du coup, avec ce système, moins de circonscriptions, plus d'élus par circonscription, c'est plus difficile d'avoir une assemblée qui est fortement mal représentante. Alors maintenant, si on veut aller jusqu'au bout de cette logique, et si on pousse le curseur au maximum, il faudrait faire juste une seule circonscription, et dans cette circonscription, on élit les 100 personnes qui vont faire l'assemblée. Et donc là c'est bien simple, il y aura toujours des petites erreurs d'arrondi, par exemple, si les violets ont 53,6% des voix, bon, on peut pas leur donner 53,6% des sièges si on a que 100, mais on va leur donner 54% des sièges. Vous voyez que du coup la différence entre le pourcentage obtenu à l'Assemblée et le pourcentage au vote populaire va être maximum de 0,5 points de pourcentage. Alors par contre, remarque au passage, ça soulève une question d'ordre politique. Avant, tant qu'on avait 100 ou 20, voire même éventuellement 10 circonscriptions, eh bien les élections gardaient un certain caractère local. Ici, il n'y a plus qu'une seule circonscription, donc en fait l'élection devient nationale. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que les députés devraient être élus localement ou nationalement? Ce que dit le système actuel, c'est que les députés sont les représentants de la nation tout entière et qu'ils n'ont pas à représenter une région en particulier, et à défendre les intérêts juste d'une région en particulier. Pourtant, ils sont élus de façon locale. Donc est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal, et est-ce qu'on pourrait pas se dire, s'ils ont vocation à être représentants nationaux, pourquoi ne pas les élire à l'échelle nationale? Bonne idée, oui, non, peut-être. Ça c'est une question qui est purement politique et que je vous laisse. Alors maintenant, il y a quelque chose que j'ai laissé sous le tapis. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va élire 5 personnes par circonscription, par exemple. Comment on fait concrètement?
Eh bien, il y a une catégorie de méthodes qui consiste à tout simplement généraliser les scrutins qu'on peut utiliser pour élire une personne. Alors, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la méthode du vote unique transférable et la généraliser pour plusieurs sièges. La différence, c'est maintenant qu'à chaque tour, on va se poser d'abord la question, est-ce qu'il y a un ou plusieurs candidats qui ont suffisamment de voix pour récupérer un siège? Si oui, on leur donne un siège. Sinon, eh bien, on élimine un candidat à chaque tour. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo de C.J. Pugré pour un exemple complet. On peut aussi généraliser les méthodes de Condorcet, donc on demande toujours aux électeurs leur classement sur les candidats, et on construit toujours le graphe des duels. Ensuite, on applique une méthode de Condorcet, par exemple la méthode de Condorcet randomisée, pour déterminer le vainqueur. Lui, on l'enlève, et puis sur le graphe qui reste, eh bien, c'est le graphe des duels sur les candidats restants. On n'a plus qu'à appliquer de nouveau la méthode de Condorcet pour élire de nouveau le deuxième vainqueur, lui donner le deuxième siège, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Enfin, eh bien avec les méthodes d'annotation, c'est assez évident. Au final, chaque candidat se retrouve avec une note globale, et d'habitude on prenait juste le candidat qui avait la meilleure note, et bien là, si on veut élire 5 personnes, on prend les 5 personnes qui ont les meilleures notes. Aussi simple que ça. Alors maintenant, ça c'est la théorie, et avec ça, on peut élire aussi bien 3, 4, 5 personnes que 100. D'un point de vue théorique, ça change rien du tout. Par contre, d'un point de vue pratique, si on veut élire 100 personnes, il va y avoir donc 100 sièges, il y aura peut-être, je sais pas, 300 candidats. Pour les électeurs, ça va être beaucoup plus difficile de faire leur choix, de classer ou de noter ces 300 candidats ou plus. Donc du coup, là, la méthode atteint un peu ses limites, mais il y a une autre catégorie de méthode qui est les scrutins par liste. Ici, les candidats vont d'abord se regrouper en liste, et les électeurs vont voter pour des listes, et puis ensuite, chaque liste va recevoir un nombre de sièges qui est proportionnel au nombre de voix qu'ils ont reçues. Donc par exemple, si les violets ont fait une liste de 100 personnes, et qu'ils ont reçu, je sais pas moi, 55% des voix, eh bien on va leur donner 55% des sièges. Donc après, on peut soit choisir les candidats aléatoirement parmi la liste des violets, ou alors on peut considérer que la liste est classée et prendre les candidats numéro 1 à 55. De nouveau, d'un point de vue un peu politique, là, quand on passe des méthodes où on vote pour des individus aux méthodes où on vote par des listes, on voit qu'il y a une différence. Quand on votait pour des individus, les méthodes ne présupposaient pas l'existence des partis. Une fois arrivés à l'Assemblée, les individus peuvent se constituer en groupe parlementaire ou en parti, s'ils voient qu'ils pensent ensemble, mais au moment de l'élection, le type de scrutin ne présuppose pas les partis. Avec la méthode par liste, bon, strictement parlant, ça suppose pas l'existence de partis, mais il y aura très certainement des partis ou des alliances de partis. Les candidats vont se mettre d'accord pour choisir qui sera dans la liste et aussi avec quel classement. Donc on peut se dire d'un côté, ça risque de donner plus de pouvoir aux partis et donc moins de choix pour les électeurs. On peut se dire d'un autre côté, en même temps, les partis de toute façon, ils existent déjà, et puis de toute façon, on sait très bien que sur les élections législatives, beaucoup d'électeurs vont voter non pas pour des candidats qu'ils connaissent, mais simplement pour le parti auquel ce candidat est affilié. Du coup, l'idée de la méthode, c'est d'utiliser ce qui est déjà en place. Bonne idée, là encore, oui, non, peut-être, c'est une question de politique que je vous laisse. Donc voilà, pour résumer, un premier problème avec l'utilisation de ce concept de circonscription, c'est qu'on peut obtenir des assemblées qui sont peu, voire très peu représentatives des préférences que les électeurs ont exprimées. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est celui du découpage et du redécoupage électoral qu'on appelle le gerrymandering. Jusqu'à présent, j'avais fait des barres pour représenter le niveau de voix, le pourcentage de voix pour les violets et pour les jaunes dans chaque circonscription, mais il n'y avait pas du tout de dimension géographique. Donc maintenant, prenons une carte, voilà, il y a 81 personnes, et ces 81 personnes doivent voter pour une assemblée avec 9 sièges, donc ils doivent élire 9 personnes. On les regroupe en 9 circonscriptions dans lesquelles il y a 9 électeurs, et chaque circonscription va élire un député. Sur la carte, on voit quel électeur va voter jaune, quel électeur va voter violet. Et maintenant, si je fais des circonscriptions en barre, verticales, on voit que ici les jeunes gagnent 7 sièges, soit environ 78% des sièges, et vu qu'ils avaient 41 voix au total, ça correspond à environ 50,6% des voix. Ça fait un beau bonus, mais ça, on a déjà vu, c'est plus une surprise. Maintenant, on peut se dire que faire des circonscriptions sous forme de rectangles verticaux, c'est un peu arbitraire, j'aurais pu faire des circonscriptions horizontales. Donc supposons que la carte ait été la suivante, eh bien là, les jeunes obtiennent 6 sièges, soit environ un contrôle de 66,7% de l'Assemblée. Bon, on peut continuer et regarder ce qui se passerait si en fait j'avais fait des circonscriptions qui sont plutôt des carrés. Ici, on trouve 5 sièges pour les jeunes.
Mais pourquoi prendre des circonscriptions qui sont bien régulières? En vrai, les circonscriptions, elles ressemblent pas du tout à ça. Donc prenons une carte électorale qui a un feeling, un aspect un peu plus réaliste. Ici, si on fait le décompte dans chaque circonscription, on trouve que 4 circonscriptions sont gagnées par les jeunes. Mais on pourrait faire un peu de redécoupage parmi les 4 circonscriptions qui sont en haut à droite, et considérer maintenant cette nouvelle carte-là. Voilà, maintenant les jeunes n'ont plus que 3 sièges. Et bien sûr, je peux prendre encore une autre carte électorale. Donc dans cette dernière carte, on voit que les jeunes ne gagnent que 2 circonscriptions. Donc voilà, ici on a vu que le résultat à l'Assemblée dépend fortement de la carte électorale, le découpage en circonscriptions. Et du coup, ça rend le résultat quelque part un peu arbitraire. On peut se dire, pourquoi cette carte-là et pourquoi pas ce découpage-ci? Si je sais d'avance quels électeurs vont voter quoi, et que vous me payez pour dessiner la carte, je peux vous donner une carte où la composition de l'Assemblée sera plus ou moins celle que vous voulez. Alors, en pratique, bien sûr, je saurai jamais quels électeurs vont voter quoi, mais on peut savoir quand même quel type d'électeur a tendance à voter pour quel type de parti, et ce type d'électeur a tendance à vivre dans tel ou tel quartier. Donc du coup, on peut quand même pas mal influencer, a priori, donc avant même l'élection, les résultats possibles. Alors, puisque ce gerrymandering, ce redécoupage électoral, c'est potentiellement puissant, on peut se demander en pratique, qui décide? En fait, dans la plupart des cas, ce sont des élus, ce qui les met en situation de conflit d'intérêts. D'un côté, ils sont probablement supposés faire un redécoupage électoral neutre, d'un autre côté, ils ont là une opportunité d'essayer de favoriser leur réélection. Et à l'élection suivante, on pourra aussi se poser la question, est-ce que ce sont vraiment les électeurs qui ont choisi leurs élus, ou est-ce que ce sont les élus qui ont choisi leurs électeurs? Alors, en France, les redécoupages électoraux ne sont pas exactement programmés, ou alors si c'est le cas, ils ne sont pas vraiment suivis. Disons qu'il y avait eu un redécoupage électoral en 2010, et le précédent datait de 1986. Alors, ne pas faire des redécoupages électoraux très souvent, en revanche, ça pose un problème, c'est que la population dans chaque circonscription évolue, et au bout d'un moment, on peut avoir des circonscriptions qui sont beaucoup plus peuplées que d'autres. Donc dans les circonscriptions plus peuplées, le vote de chaque électeur, quelque part, compte moins, influe moins sur l'Assemblée que le vote des électeurs dans les circonscriptions qui sont peu peuplées. Les champions du monde du gerrymandering, ce sont très certainement les États-Unis. Là-bas, la loi dit que tous les 10 ans, après le recensement national, chaque État est supposé redessiner sa carte électorale de façon à avoir des circonscriptions qui sont le plus homogènes possible en termes de nombre d'électeurs. Le gerrymandering aux États-Unis fait partie du paysage politique et les politiciens l'assument totalement. On a parfois des circonscriptions qui ressemblent pas à grand chose. Ça, c'est un exemple célèbre. C'est une circonscription dans l'Illinois. Alors, d'un point de vue purement topologique, on va se dire, d'accord, c'est connexe. Cette circonscription tient en un seul bloc. Et ça, c'est un prérequis. Par contre, on se dit quand même, là, c'est vraiment 2 patatoïdes qui ont été reliés par un petit trait. Et ce petit trait, en fait, c'est quoi? C'est une route sur laquelle ne vit absolument personne, mais qui a été bien pratique pour le redécoupage électoral. D'ailleurs, le mot gerrymandering vient des États-Unis. Il y avait un sénateur du nom de Jerry au XIXe siècle, et à un moment donné, il a participé au redécoupage électoral dans son État. Une des circonscriptions à l'arrivée était tellement tarabiscotée que, dans un journal, ses détracteurs ont appelé ça une salamandre, et se sont dit non, c'est même pas une salamandre, c'est une gerrymandre. Donc voilà, en résumé, on voit que la façon dont on élit une assemblée actuellement souffre de quelques problèmes. Alors, un problème zéro, c'est déjà le type de scrutin qui est utilisé dans chaque circonscription pour élire un député. Ce type de scrutin est particulièrement mauvais, et il y a des types de scrutins qui sont plus intéressants. Et ça, c'est uniquement des questions d'élire une personne. Et en fait, indépendamment du type de scrutin qui sera utilisé dans chaque circonscription, le simple fait de diviser l'électorat en circonscriptions et d'élire un député dans chaque circonscription, ça donne lieu à 2 problèmes. Le premier problème est essentiellement numérique. Dans chaque circonscription, on fait des arrondis, des erreurs de représentation qui vont s'accumuler, et au final, l'assemblée obtenue peut être très peu représentative des préférences des électeurs. Voire même pire, l'assemblée obtenue peut aller dans le sens contraire des préférences des électeurs. Le deuxième problème est un peu plus géographique. À préférence des électeurs fixés, le résultat, la composition de l'Assemblée, dépend du tracé des circonscriptions. Du coup, ça le rend un petit peu arbitraire. En tout cas, fondamentalement, le résultat ne dépend pas uniquement des préférences des électeurs, mais aussi d'un ingrédient supplémentaire, la carte électorale. Et du coup, ça pose la question de comment choisir cette carte électorale, et surtout, à chaque fois qu'elle est changée, comment choisir la nouvelle carte électorale.
Si on veut éviter ces deux problèmes, eh bien il semble que la meilleure solution, ça soit de réduire la fragmentation, de réduire le nombre de circonscriptions et d'augmenter le nombre d'élus par circonscription. Ce faisant, si on pousse le curseur jusqu'au bout, eh bien on arrive au stade où il reste plus qu'une seule circonscription. Donc à ce stade-là, tout l'électorat élit d'un seul coup toute l'Assemblée. Dans tous les cas, on voit que réfléchir à comment procéder pour obtenir des assemblées qui sont bien représentatives des préférences des électeurs, ça soulève des questions de philosophie politique que j'espère avoir bien signalées quand elles apparaissaient. Et il faudra probablement répondre d'abord à ces questions avant de pouvoir déterminer quelle est la façon optimale d'élire une assemblée. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris des choses, si vous l'avez trouvée intéressante, eh bien n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre la sortie des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis bonne journée, bonne semaine, et pour reprendre une expression maintenant célèbre, prenez du temps et pensez-y. Prenez du temps et pensez-y. Ça. Prenez du temps et pensez-y. Oh non, pardon.